Depuis 10 ans, la République centrafricaine est le théâtre de violences entre divers groupes armés. Malgré l'accord de paix signé en 2019, les espoirs de stabilité se sont vite évaporés car sa mise en œuvre a été inégale. Comme alternative aux solutions proposées par le pouvoir en place, le Conseil de résistance et de transition a été créé. Jean-François Kandji-Kombé, bonjour. Bonjour Madame Epoté. Le Conseil de résistance et de transition, dont vous êtes le leader, a vu le jour au lendemain de la crise politique et militaire de 2013. Considérez-vous toujours que le pouvoir en place est illégitime ? Nous le considérons toujours, mais vous faites référence à la crise de 2013. C'était le sommet d'une crise, en réalité. Notre pays est en crise depuis plus de 30 ans. Il a connu son summum avec la Séléka au pouvoir. En 2013, c'est ce que vous évoquez, avec l'arrivée de Djoto Dia, du président Djoto Dia, et avec les exactions, un pouvoir qui était qui a créé un no man's land dans notre pays, avec des morts, avec du sang qui a été versé. Et à partir de ce moment-là, il y a eu une réaction, un réflexe des Centrafricains. Il y a eu une intervention de la France, d'ailleurs, qui a permis de pouvoir mettre en place un pouvoir de transition. Et ce pouvoir de transition, j'y reviens parce que c'est un élément important qui a été dirigé par Madame Samba Panza. Nous-mêmes, en tant que Centrafricains, nous avons beaucoup de choses à reprocher à ce pouvoir de transition, mais il y a eu au moins une réussite qu'il faut reconnaître. C'est la consultation du peuple centrafricain qui a débouché sur un forum, et ce forum a débouché sur un acte qui est la Constitution. La Constitution. C'est la seule Constitution depuis les indépendances pour laquelle les Centrafricains ont été consultés. Il y a eu ce que nous avons appelé des consultations populaires à la base. Et les Centrafricains ont été consultés, ils ont dit ce qu'ils voulaient pour l'avenir. Cela a été inscrit dans une Constitution qui est peut-être imparfaite techniquement, mais qui a le mérite d'exister, qui porte la volonté des Centrafricains. Et cette Constitution, à partir de 2016, élection 2016, l'arrivée d'un nouveau pouvoir qui était un redémarrage démocratique pour nous. Et il y a eu à ce moment-là un espoir fou des Centrafricains, d'abord pour se dire c'est la fin de la crise, nous retournons à la normale. Maintenant, nous avons droit à la parole, nous pouvons vaquer à nos activités. Et depuis lors, nous sommes allés de descente d'escalier en descente d'escalier pour aller en enfer, c'est-à-dire dans l'enfer de la dictature. Le président Touadéra est arrivé, il en est maintenant à son deuxième mandat, il n'a jamais cessé de vouloir changer cette constitution sur laquelle il a pourtant juré. Il a prêté serment. Et il se trouve que nous, en tant que citoyens, et moi personnellement, j'ai décidé de quitter mes fonctions ici à Paris pour aller aider à la reconstruction de mon pays. Et j'étais conseiller juridique du président de l'Assemblée nationale. Nous avons, moi et les autres, nous avons tous tenté. Et puis, de tentative en tentative, nous avons élevé nos voix. Nous avons créé des organisations, j'ai créé moi-même ce que nous avions appelé Citoyens debout et solidaires, pour pouvoir œuvrer à l'éveil citoyen dans ce pays. Le point de rupture qui n'est pas un point de rupture de notre part, mais de la part de ce pouvoir, a été constitué par deux événements. C'est la mise en place de la crypto-monnaie qui n'était pas autre chose qu'une vaste opération pour faire de notre économie une économie de rapine. Lorsque on promet à un acheteur de crypto-monnaie centrafricain que lorsqu'il achète en étant dans son bureau, peut-être en Amérique du Sud ou en Russie, il a une partie du territoire centrafricain. Il acquiert automatiquement la nationalité centrafricaine et le passeport centrafricain. Il a aussi une part du sous-sol des Centrafricains. Automatiquement, sans aucune vérification, on ne sait pas qui a acheté. Et les Centrafricains sont sur une terre qui va s'effacer sous eux. Nous avons attaqué, nous avons gagné, la Cour a déclaré toute cette opération inconstitutionnelle, le président Touadéra a décidé de passer en force. D'ailleurs, le dispositif de crypto-monnaie reste toujours en vigueur aujourd'hui. Par ailleurs, il a engagé la destruction de ce qui était notre lien social,
notre lien social, la Constitution de 2016, celle dont je vous parlais tout à l'heure, qui est issue du Forum de Bangui, de la volonté des Centrafricains, et qui avait repris une demande des Centrafricains dans ce pays, qui est un pays où les uns et les autres cherchent toujours à s'accrocher au pouvoir, et c'est l'une des causes de la crise. Mais comment entend-on impulser des changements sur le terrain depuis Paris? Alors, tenter d'impulser l'action, je me sens centrafricain où que je sois. Et je n'agis pas seul. Nous agissons toujours collectivement. Lorsque les recours dont je vous ai parlé, nous les avons portés ensemble, moi étant ici à Paris, et un certain nombre de compatriotes, qui sont essentiellement d'ailleurs des jeunes centrafricains, à Bangui. Nous les avons portés ensemble. Toutes ces actions ne sont pas menées seulement de l'étranger. Et d'ailleurs, le Conseil de résistance et de transition a été créé, fondé ici à Paris. Mais le Conseil de résistance fonctionne selon une logique de résistance. Nous fonctionnons avec des relais sur le terrain. Avec des relais que nous appelons des cellules de résistance. Ces cellules de résistance n'ont pas vocation dans un pays, le pays tel qu'il est devenu aujourd'hui, où les personnes disparaissent, où il y a la répression, où il y a l'instrumentalisation de la justice. Nous ne sommes pas là pour mettre la vie de nos compatriotes en danger. Ce sont les citoyens centrafricains qui agissent. Et d'ailleurs, l'une des causes de notre levée, c'est la Constitution de 2016 qui précise en son article 29 que lorsqu'il arrive ce qui est arrivé, c'est-à-dire ce coup d'État constitutionnel, les citoyens ont le droit et le devoir de se réunir pour faire échec à l'autorité illégitime. La création du Conseil de résistance et de transition s'inscrit dans un contexte de fragmentation des groupes et de factions. Cela complique un peu plus le processus de paix et de réconciliation nationale. Comment comptez-vous y parvenir ? Alors, notre particularité est de défendre, je dirais, une cause qui n'a pas été entendue jusqu'à maintenant. Pendant toutes ces crises, la République centrafricaine, il y a eu des réunions, il y a eu des forums, il y a eu des conférences de paix, des accords de paix. Et dans toutes ces réunions, aucun citoyen, aucune représentation des victimes n'était là. C'était un tête-à-tête entre le pouvoir et les groupes armés. Et d'ailleurs, cela n'a servi qu'à accélérer, qu'à multiplier les groupes armés. Parce que dès lors que le salaire de la prise d'armes, c'est de pouvoir se retrouver autour de la table de négociation et de pouvoir partager le pouvoir ensuite, vous imaginez bien qu'à l'approche de chaque discussion, un groupe armé devient 3 groupes armés parce que tous les 3 chefs vont se retrouver au pouvoir. Donc, tout ceci a créé un cycle qui nous a menés là où nous sommes. Aujourd'hui, nous faisons le pari que les citoyens doivent avoir leur mot à dire dans les affaires centrafricaines, y compris dans le combat qui est mené contre ce pouvoir, qui est un pouvoir illégitime, qui est un pouvoir devenu dictatorial et qui est devenu un pouvoir entre les mains d'une sorte de mafia comprador. Ce par quoi ils ont remplacé notre constitution, qui est leur constitution du 30 août. C'est la constitution de la division et de l'exclusion. Il y a une dégradation des droits suivant la catégorie de centrafricains à laquelle vous appartenez. Par exemple, pour aller aux élections, il faut que vous soyez centrafricain d'origine. Et le centrafricain d'origine, c'est celui qui a ses 2 parents qui sont centrafricains d'origine. Et par conséquent, en remontant le temps de cette manière-là, vous éliminez. Alors, ce que tout le monde voit immédiatement, c'est que ce sont les leaders politiques qui étaient les opposants à Touadéra qui se trouvent éliminés du fait qu'un de leurs parents est d'origine du Congo ou du Tchad, etc. Et ce critère-là, aujourd'hui, par exemple, une grande partie de nos compatriotes qui sont musulmans, ils sont venus d'autres pays. Ils ont des parents qui sont d'autres pays. Automatiquement, par cette condition-là, on élimine. On les exclut. On les exclut de la citoyenneté, pleine citoyenneté centrafricaine, sans compter d'autres conditions qui ont été posées, et sans compter également l'instrumentalisation systématique de la justice pour pouvoir éliminer un certain nombre de personnes, telles que moi, par exemple, qui ai été condamné, mais d'autres centrafricains ont été condamnés. Dès lors qu'on considère que vous gênez, il y a différents moyens institutionnels, constitutionnels pour vous écarter.
Je fais appel à votre seconde casquette, Jean-François Akanji Combé, celle du professeur, pour dresser le bilan de l'année 2024 sur le continent. Quel fait majeur aura marqué votre attention et pour quelles raisons? Un pays et plusieurs faits qui vont dans le même sens. Le pays, c'est le Sénégal. Et les événements ont tous trait à la démocratie. Et je pense que le Sénégal, aujourd'hui, a montré que, d'abord, l'Afrique n'avait de leçons de démocratie à recevoir de personne. Parce que nous sommes aujourd'hui, la question démocratique et la crise démocratique est une crise mondiale, aujourd'hui. Et ce pays a montré qu'il pouvait résister à des tentatives de conserver le pouvoir, d'aller vers un régime d'oppression, d'aller vers un régime fort. Et ceci s'est fait au prix du sang des Sénégalais. Ils ont manifesté, ils ont résisté, ils ont réussi. Les institutions ont contribué, la Cour constitutionnelle. Et c'est une très grande victoire parce que quand on remonte dans le temps, je pense qu'il y a eu au moins une dizaine, sur tout le continent africain, une dizaine de situations qui se présentaient de la même manière et où des cours constitutionnels ont prononcé, par exemple en République centrafricaine, ont dit le droit, mais ils n'ont pas réussi. Au Sénégal, ils ont réussi parce que il y a une société qui a une culture démocratique et une culture de résistance. Je dis, pas une culture de résistance. La culture démocratique, c'est une culture de, je dirais, de discussion, de débat, de liberté d'expression, de constitution de groupes libres qui sont des groupes de femmes, d'hommes, pour mener des différentes activités qui sont des éléments de respiration démocratique en temps normal et qui, lorsqu'il y a une crise, deviennent des éléments de résistance dans la société. Et je crois que c'est ce qui a sauvé la démocratie au Sénégal. Et l'autre élément, ce sont les élections qui se sont déroulées récemment. Et législatives. Et les législatives qui se sont déroulées au Sénégal et qui rappellent que les élections, ça peut être un élément, je dirais, qui peut se dérouler dans un contexte apaisé. Il n'y a pas eu de crise électorale, post-électorale. Il y a eu quelques tensions, bien sûr, lors de la préparation des élections, mais tout cela a été géré de manière pacifique. De manière pacifique. Et donc, c'est un élément qui donne de l'espoir, hein, et un pays qui donne de l'espoir aujourd'hui. Jean-François Akanji Combé, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.